Bonjour et bienvenue au webinaire en ligne intitulé Prédiction des chutes chez les personnes âgées, de la double tâche au réseau de neurones artificiels. Mon nom est Hélène Gagné, directrice de programme en prévention à la Fondation ontarienne de neurotraumatologie. Ma collègue, Lindsay Toth, est également en ligne afin de voir à la technologie du webinaire. Ce webinaire est offert par la communauté engagée pour la prévention des chutes parrainée par notre fondation. C'est notre deuxième webinaire offert en français et nous espérons en offrir d'autres à l'avenir. Alors, vos commentaires et participations sont très importants pour nous. Ce webinaire est enregistré. L'enregistrement du webinaire et la présentation seront envoyés aux participants dans environ une semaine. Avant de commencer la présentation, je vais expliquer brièvement les fonctions du système de conférence Level 3. Cette technologie comprend deux parties. Vous avez accès au son par l'entremise d'une ligne téléphonique, tandis que vous pouvez voir la présentation en vous joignant à la plateforme Web. Vous avez reçu par courriel le numéro de téléphone pour la ligne d'audioconférence et le lien à la plateforme Web après votre inscription au webinaire en ligne. Les numéros sont également affichés sur l'écran dans le coin à votre gauche, en bas. Si vous avez des questions sur la technologie à n'importe quel temps durant la présentation, n'hésitez pas à communiquer avec nous par l'entremise de la zone de discussion qu'on appelle Chat Room, située au bas de votre écran à gauche. Autrement, vous pouvez m'envoyer un message par courriel à l'adresse Hélène, H-E-L-E-N-E, à commercial-onf.org. Je vais travailler avec vous pour résoudre le problème aussitôt que possible. Ce webinaire offre la possibilité de poser des questions au présentateur en tout temps par l'entremise de la zone de discussion, le chat room. Durant la présentation, je vais lire les questions de clarification de contenu et à la fin de la présentation, je vais lire les questions soumises dans la zone de discussion. À ce moment, vous avez également l'occasion de poser vos questions de vive voix en tapant étoile 7. Quand vous aurez terminé votre question, vous pouvez remettre votre ligne en sourdine en tapant étoile 6. Mais je vais vous rappeler de ces fonctions-là lorsque nous arriverons à la période de discussion. Maintenant, il me fait un très grand plaisir de vous présenter Dr. Olivier Beauchet, professeur à l'Université McGill et titulaire de la chaire de médecine gériatrique du Dr. Joseph Kaufman. Dr. Beauchet, vous pouvez rétablir le son en tapant l'étoile 7 pour débuter votre présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci Hélène. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, le sujet d'aujourd'hui porte sur la prédiction de la chute en allant des anomalies qu'on peut rencontrer sous double tâche et les utiliser pour prédire la chute jusqu'à de nouveaux modèles mathématiques qui peuvent être transformés en logiciels et qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels. Les objectifs de cette présentation sont tout d'abord de mieux comprendre pourquoi il est toujours important de s'intéresser à cette vieille question entre guillemets gériatrique qu'est la chute, qui est une problématique bien sûr du quotidien et pour lesquelles il nous faut trouver des réponses que nous n'avons toujours pas. Il est important de connaître aussi les principaux éléments qui ont été issus des consensus nord-américains et européens en termes de prédiction et de prise en charge de la chute. Le troisième objectif est d'essayer de mieux comprendre les mécanismes et les limites de la prédiction de la chute à partir d'une condition de double tâche, et puis aussi de s'intéresser en dernier objectif aux nouvelles perspectives qui nous sont offertes aujourd'hui, telles que l'analyse de la variabilité du pas ou l'utilisation des réseaux de neurones artificiels. La chute est un événement fréquent, banalisé, mais de multiples conséquences. C'est une problématique du quotidien avec une incidence et une prévalence extrêmement élevée, faisant qu'une personne sur deux après 85 ans chute au moins une fois dans l'année. La chute, en raison de cette fréquence, cette incidence, est très souvent banalisée, d'autant plus que les traumatismes les plus fréquents sont des traumatismes physiques dits bénins, tels que des plaies et des hématomes. Cependant, il y a de nombreux signes de gravité méconnus, tels que, en dehors des fractures, tels que les traumatismes crâniens, des durées de séjour au sol prolongées, c'est-à-dire de plus d'une heure, l'impossibilité de se relever et ce syndrome de post-chute, appelé en français syndrome de régression psychomotrice.
La chute est aussi une possibilité de plainte du chuteur ou des familles auprès de professionnels, ce qui engendre l'anxiété et de la culpabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la médecine a prétendu ou prétend apporter des solutions thérapeutiques curatives à beaucoup de patients. Or, la chute ne fait pas partie des solutions curatives que l'on peut proposer en termes de prévention, et un chuteur restera toujours un chuteur. Donc on est un peu dans une sorte de fossé entre ce que l'on pense pouvoir faire pour une personne qui va chuter et ce qu'on peut réellement faire, ce qui peut pour certaines familles générer certaines difficultés, surtout que les chutes surviennent souvent en établissement de santé, et c'est un lieu où on doit soigner les gens et non pas où doivent se produire des événements délétères. La chute en termes de chiffres est extrêmement fréquente, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. La chute, bien sûr, augmente avec l'âge du sujet et le lieu où le sujet vit, de domicile jusqu'à l'institution. Tout ça étant relié au fait que plus nous sommes âgés et plus notre mode de vie change vers l'apparition de la dépendance, ça veut dire l'apparition de maladies, de comorbidités, qui vont engendrer, bien sûr, le phénomène de chute. La chute représente aussi un coût, en termes de coût financier, extrêmement élevé, estimé à 30 milliards aux États-Unis en 2011, avec une projection pour 2020 à 68 milliards, et au Canada, on estime à peu près que la chute représente 2 milliards de dollars, et que le coût est 3,7 plus important chez les personnes âgées par rapport aux personnes jeunes. La chute est un événement fréquent, banalisé et imprévisible. Et ça, c'est une situation paradoxale, autant pour les chercheurs que pour les cliniciens. Pour les chercheurs, le mécanisme de la chute est de mieux en mieux connu, et pourtant, on n'arrive toujours pas à avoir de modèles ou d'outils cliniques pertinents ou suffisamment efficaces pour faire une bonne prédiction de la chute, c'est-à-dire avoir une sensibilité, une spécificité au moins supérieure à 80%. Pour le clinicien, il n'y a pas d'outils aussi avec de bonnes qualités de prédiction. Et paradoxalement, l'intervention clé est une intervention relativement simple, basée sur l'activité ou l'exercice physique, qui, dans l'esprit des gens, ne peut pas être délétère pour la santé. Alors, au niveau individuel, oui, mais attention, paradoxalement, si on redonne des capacités motrices à quelqu'un qui a un fort risque de chute, on va lui redonner la possibilité de se déplacer, et il gardera toujours un risque de chute, et il peut avoir des complications graves au décours des chutes, en raison de la mobilité qu'on lui a redonnée. Et deuxièmement, à l'échelle d'une population, l'intervention de santé publique qui est de pratiquer de l'exercice physique ou de faire de l'exercice physique sous supervision d'un professionnel peut coûter très cher, parce que le nombre de sujets requérant ce type d'intervention peut être élevé si notre outil ne permet pas de distinguer ceux qui sont le plus à risque de chute. Il est donc temps de modifier notre approche pour prédire cet événement et identifier les personnes les plus à risque. Qu'est-ce que nous savons ou plutôt du domaine de la prédiction de la chute? Ça ressemble à ce qu'on pourrait appeler la quête du Saint Graal. Et habituellement, on a trois approches complémentaires, plus ou moins combinées, pour tenter de prédire la chute. La première, la plus classique, c'est l'identification de facteurs de risque de chute, qui permet de construire des outils, des échelles ou des algorithmes. La deuxième approche, c'est la réalisation de tests cliniques, évaluant la marche et les capacités d'équilibration d'un sujet dans différentes conditions, dont la condition de double tâche. Et ça, c'est une approche alternative. Et puis la troisième possibilité qui nous est offerte aujourd'hui, c'est la combinaison des approches classiques avec des modèles mathématiques un peu plus compliqués que ceux précédemment utilisés qu'on appelait des modèles linéaires, tels que des modèles intelligents représentés par les réseaux de neurones artificiels. Et ça, c'est une nouvelle approche qui émerge. Pourquoi s'intéresser à ces nouvelles approches basées sur de l'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux? Parce que la chute est un événement chaotique que les modèles habituels que nous utilisons ne permettent pas
de prédire de manière correcte. Par ailleurs, les modèles tels que les modèles de réseaux neuronaux permettent d'introduire un nombre plus élevé de variables que les modèles précédents. Ces modèles en plus ont des capacités d'apprentissage, c'est-à-dire qu'à partir d'un outil générique unique que vous avez au départ, en fonction de la population que vous avez, l'application qui est derrière ce modèle de réseau neuronal va apprendre et vous donner une réponse de plus en plus spécifique avec le temps. Et par ailleurs, les modèles précédents linéaires ne tenaient pas en compte d'interactions complètes qui sont tenues en compte par les nouveaux modèles tels que les réseaux neuronaux. Donc, ces réseaux neuronaux semblent être quelque chose de très intéressant pour prédire la chute et ils ont déjà démontré leurs preuves dans certaines pathologies, notamment les pathologies cardiovasculaires. Quand on refait une revue de la littérature sur où on en est de l'évolution de la prise en charge de la chute et de la prédiction, quand on prend les premiers papiers, il y a un papier Princeps référent qui était celui de Mari Tinetti publié en 1986, jusqu'aux premières conférences de consensus qui sont apparues 2 heures plus tard et jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que nous avons appris au final? On sait que le mécanisme de la chute, comme je vous l'ai dit, est complexe, avec au centre il y a une instabilité de la marche ou de l'équilibre. Cette instabilité est liée à des facteurs de risque dits intrinsèques, c'est-à-dire reliés au sujet lui-même et plus précisément à son état de santé, qui vont interférer avec des facteurs comportementaux, c'est-à-dire l'activité physique que vous allez faire au moment de la chute. Et bien souvent, c'est le sujet âgé, c'est la marche, qui explique que l'on se focalise beaucoup sur l'instabilité de la marche, ou plutôt l'analyse de l'instabilité de la marche, et des facteurs environnementaux, c'est-à-dire le lieu de vie où vit le sujet. Et c'est une combinaison de ces 3 éléments qui peut expliquer le mécanisme de la chute. Dans ces combinaisons de facteurs, en fait, il est important de comprendre que dans les facteurs intrinsèques, on distingue les facteurs dits chroniques, des conditions chroniques, des facteurs prédisposants, auxquels vont s'associer des conditions aiguës. Et dans ces conditions aiguës, bien sûr, on pense à des maladies aiguës, et on va avoir 2 grandes catégories de maladies. Des maladies non spécifiques, où là, la chute va être le symptôme spécifique, atypique de la maladie, et ce sera cette maladie un facteur précipitant. C'est notamment le cas d'un sujet âgé qui chute dans le contexte d'une infection virale ou bactérienne, d'une insuffisance cardiaque ou d'une pneumonie, versus des maladies spécifiques aiguës, où là la chute est un symptôme spécifique de la maladie, tel qu'on peut la rencontrer notamment dans les accidents vasculaires cérébraux, dans les arythmies, etc. Et bien sûr, souvent, on a une combinaison entre les maladies aiguës et les maladies chroniques, ce qui explique toute la difficulté de comprendre quel est le poids de chaque élément dans le mécanisme de la chute. Quand on est face à un chuteur, il faut savoir se poser les bonnes questions dans le bon ordre, au bon moment. Et généralement, il faut, d'abord confirmer qu'il s'agit bien d'une chute. Pour les professionnels, c'est évident. Pour une personne âgée, ça l'est moins. Ou pour son entourage, c'est la même chose. Les gens ne vont pas intégrer ou interpréter un faux pas, une glissade, comme une chute. Donc il faut avoir un interrogatoire policier et répéter et présenter l'élément. Est-ce que vous êtes tombé? Est-ce que vous avez glissé? Est-ce que vous êtes tombé sur les fesses? Pour être sûr d'avoir une réponse valide. Une fois qu'on est sûr que c'est bien une chute, c'est-à-dire un acte volontaire de se retrouver dans une position inférieure par rapport à une position de départ, il faut savoir si cet élément est récurrent, c'est-à-dire s'il y a au moins 2 épisodes dans une période de 12 mois. La deuxième grande catégorie de questions à se poser, c'est y a-t-il des signes de gravité à cette chute? Bien sûr, on pense au traumatisme physique, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, il y a les longues durées de séjour au sol, il y a la peur de chuter, il y a les syndromes post-chute et les traumatismes de la tête, même bénins, qui sont importants et qui doivent être considérés comme des facteurs de sévérité et donc de chute sévère. Une fois qu'on a répondu à ces 2 premières questions, on s'interroge sur le mécanisme de la chute en essayant d'identifier les facteurs chroniques et les facteurs précipitants. Et puis après, en fonction de cette analyse, on peut déterminer là où les interventions les plus appropriées aux patients que l'on doit prendre en charge. Mais en fait, dans la majorité des cas, c'est extrêmement difficile d'essayer de déterminer si le sujet va être à risque de chute.
car la majorité des outils utilisés ou des échelles regroupent à peu près les mêmes critères cliniques et leur niveau de prédiction n'est pas très bon. Et quelle que soit la population, qu'on soit à domicile ou en institution, quel que soit l'outil utilisé, que ce soit un test clinique, une échelle ou un algorithme, et quelle que soit la variable que l'on va considérer, qu'elle soit subjective ou objective, la valeur prédictive que l'on va obtenir à la fin est relativement faible. Et à titre d'exemple, les outils utilisés jusqu'à présent, notamment à l'hôpital, ont une sensibilité, une spécificité qui est inférieure à 80%, c'est-à-dire qui n'est pas valide pour identifier de manière sûre un individu qui va faire des chutes dans l'année. Par ailleurs, il n'y a pas de validation en fonction des différents lieux et des différents types de pratiques de ces outils. Et les outils qui prétendent prédire que le risque de chute fournissent une information non valide, fournissent une information, mais que si cette information est non valide, vont entraîner une fausse réassurance et une impression que quelque chose a déjà été fait, ce qui est très délétère pour le patient. Donc, quelles sont les évolutions, ou quelles ont été les évolutions dans le temps pour améliorer la prédiction? Alors, il y a un papier Princeps, il y a une étude Princeps publiée en 1997 par une physiothérapeute qui s'appelle Lillemor Ludvigssons, une Suédoise, qui a pu démontrer de manière très simple que l'on pouvait identifier les gens qui allaient chuter en regardant leur comportement de marche lorsqu'ils faisaient une double tâche. Dans cette étude, cette physiothérapeute a réalisé au départ un test de marche qui était extrêmement simple. C'est quand elle emmenait les personnes dans la salle de réhabilitation et qu'elle discutait avec eux, elle a identifié deux catégories de sujets. Ceux qui s'arrêtaient de marcher lorsqu'elle parlait avec elle, qui sont identifiés ici sur cette courbe de survie par des par des carrés, et ceux qui ne s'arrêtaient pas, qui sont identifiés ici par des points. Et puis elle a observé avec le temps, elle a recueilli l'information de la survenue d'une chute dans les 6 mois qui ont passé la réalisation de ce test. Et elle s'est rendue compte que les personnes qui s'arrêtaient de marcher en parlant étaient les personnes qui chutaient au cours des 6 mois après la réalisation de ce test, avec finalement une sensibilité, une spécificité qui était plutôt très très bonne. Seul problème, c'est qu'au décours de ce test et de ce premier papier, les choses ont moins été évidentes pour dire qu'il s'agissait d'un bon test de prédiction de la chute. Le principe de ce type de test, qu'on appelle des épreuves donc de double tâche, où on réalise une tâche dite cognitive et une tâche en marchant, sont les suivantes. On considère que les capacités du cerveau sont limitées. On considère que si on fait deux tâches en même temps qui dépassent les capacités du cerveau, les deux tâches vont devoir partager les mêmes ressources, et là on parle de ressources cognitives ou attentionnelles, pour pouvoir être réalisées. Et donc, une tâche va transférer des ressources attentionnelles ou cognitives vers une autre tâche. Donc, si votre marche mobilise de manière anormale des ressources cognitives ou attentionnelles, et que vous devez réaliser une tâche dite attentionnelle ou cognitive en même temps, vous allez devoir déplacer de l'attention nécessaire à la marche vers la tâche intentionnelle. Et ce déplacement d'attention va se faire au détriment de la marche et perturber votre marche. C'est ce qu'on appelle une interférence. Alors, cette question, finalement, de l'interférence de la marche par une tâche attentionnelle est aujourd'hui une évidence, mais était, il y a quelques années en arrière, une question étrange, parce que la marche était considérée comme un acte moteur automatique, rythmique, dont le plus haut niveau de contrôle était uniquement sous-cortical, donc ne faisait pas intervenir des ressources attentionnelles et cognitives, alors que la cognition était quelque chose qui caractérisait les processus cérébro-corticaux, avec de la perception, de la mémorisation et de l'action. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait créer une interférence dans deux conditions de contrôle tout à fait différentes? Et cette publication, Stop Walking While Talking, a démontré que ce dogme était faux et que la marche, même dans une condition simple, nécessitait le contrôle du cortex et donc de fonctions attentionnelles cognitives. Aujourd'hui,
l'imagerie morphologique et l'imagerie surtout fonctionnelle a démontré que c'était une réalité en démontrant que les réseaux de neurones mis en place au cours d'une condition de marche simple dans des IRM fonctionnels étaient tout à fait les mêmes et superposables chez les jeunes et chez les vieux et nécessitaient de la mise en place de zones corticales telles que le cortex prémoteur, les ganglions de la base, mais aussi le cervelet. Mais qu'il existait des différences entre les jeunes et les sujets les plus âgés, où il y avait des zones plus ou moins activées chez les jeunes, reliées certainement à ce qu'on appelle aujourd'hui des mécanismes de compensation sensorimoteur liés au déficit physiologique qui apparaît avec l'âge. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que si on démontre et on a visualisé aujourd'hui qu'il y a bien un réseau cortical relié à des fonctions cognitives qui permettent de contrôler la marche même dans des conditions simples, il est intéressant de s'intéresser à quel type de fonctions cognitives, intellectuelles, sont impliquées dans la marche. Et aujourd'hui, on a pu démontrer que les fonctions exécutives sont des fonctions fortement impliquées dans le contrôle de la marche et plus précisément, dans ce type d'études qui ont été réalisées précédemment, la mise à jour de l'information semble être l'élément le plus important. À titre d'exemple, un défaut de mise à jour de l'information lié à une anomalie exécutive entraîne une augmentation de l'instabilité de la marche, ici mesurée par la variabilité du pas, de 1%. Or, la variabilité du pas dans une condition de marche normale est quasiment nulle. Donc augmenter de 1% par anomalie de la mise à jour de l'information, ça veut dire que c'est 28% de dégradation des fonctions cognitives qui sont reliées à 1% d'augmentation de la variabilité, ce qui est un lien extrêmement fort et qui explique qu'avec l'âge notamment, on a une plus grande instabilité du sujet âgé parce qu'avec l'âge, de manière physiologique, il y a une anomalie des fonctions exécutives. Ce phénomène est d'autant plus marqué qu'il n'y a pas que les fonctions exécutives qui rentrent dans le contrôle de la marche, mais aussi des fonctions liées à la mémoire et à l'hippocampe. Notamment, on se rend compte que lorsque l'on combine des anomalies des fonctions exécutives plus des anomalies de la mémoire, on aggrave l'instabilité et les performances de la marche, tel qu'on peut le voir ici sur cette figure, où il y a une représentation de gauche à droite. Ici à droite, on a une mesure de la valeur de l'instabilité de la marche par de faibles performances, en fonction de la catégorisation de différents types d'individus et d'une performance de marche, des individus qui ont, à titre d'exemple, une valeur de une altération de la mémoire, des individus qui n'ont qu'une altération de la mémoire, et des individus qui ont une altération de la mémoire et des fonctions exécutives, et on se rend compte que c'est dans ces conditions où on a une combinaison de l'altération de la mémoire et des fonctions exécutives qu'on a les plus grandes détérioration de la marche chez des sujets qui sont ici pas déments, simplement une altération à un niveau non démentiel. Et une faible altération de ce fait engendre par conséquent des perturbations importantes en termes d'instabilité de la marche. Bien sûr, ça explique aussi pourquoi il y a une très forte association entre avoir une pathologie démentielle et des anomalies de la motricité, de la marche et de l'équilibre. Bien que la démence soit caractérisée par des troubles intellectuels, la démence est aussi caractérisée par des troubles moteurs. C'est évident dans les stades tardifs de la maladie parce que c'est lié à des anomalies corticales, mais on sait aujourd'hui que ces troubles moteurs apparaissent de manière précoce, quel que soit le type de démence. Il y a bien sûr une graduation en fonction du type de démence, une graduation de l'importance des troubles de la marche. Notamment ici dans cette étude réalisée par Marie-Louise Allan aux États-Unis dans une consultation mémoire et une consultation gériatrique, où elle a mesuré à partir d'un test de Tinetti, un test objectif clinique, le nombre de sujets, ou plutôt la prévalence des troubles moteurs. Dans une population de sujets contrôle, c'est-à-dire sans déclin cognitif, 7% des gens venant consulter avaient une anomalie de la marche. 25% des sujets avec une maladie d'Alzheimer avaient une anomalie de la marche
qui était gradué en fonction de la sévérité de la démence, pas présent au stade précoce avec ce test clinique, mais 33% des gens étaient atteints lorsqu'ils avaient une démence légère, modérée, et 50% des sujets avec une démence sévère. Même chose pour la maladie à Coeur-de-Lewy où il y a une graduation en fonction de sévérité de la démence, mais là la prévalence ou la présence du trouble de la marche était beaucoup plus importante, 75%, et constamment présent à 80 à 90% lorsque l'on a une démence vasculaire ou une démence de type parkinsonienne. Donc on voit bien qu'il y a une très forte association entre trouble de la marche et pathologie démentielle. Quelques années plus tard, après la publication, et même 11 années plus tard après la publication de Lillemore-Ludvigson, une première analyse de la littérature sur l'ensemble des publications réalisées sur cette épreuve de double tâche a été réalisée. Il s'agissait d'une revue systématique qui a repris tous les papiers publiés et qui finalement a conclu qu'il n'y avait pas de preuve de la valeur ajoutée d'une condition de double tâche pour améliorer la prédiction de la chute. Or, une année plus tard, nous avons fait non pas une revue systématique, mais une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on a quantifié les effets mesurés dans chaque étude en les réunissant entre eux, et on s'est aperçu que, quelle que soit l'anomalie de la marche observée sous condition de double tâche, c'est-à-dire quelle que soit la perturbation, eh bien, avoir une anomalie de la marche, une dégradation de ses performances en réalisant une double tâche, et quelle que soit la double tâche, augmentait le risque de chuter de plus de 5 fois, 5,3 dans cette méta-analyse, qui n'est quand même pas rien. Donc validait de fait qu'il y avait bien une association entre un risque de chute et les anomalies de la marche, et une association forte avec ce risque élevé. Et 4 années plus tard, une étude de type méta-analyse a également été réalisée avec cette fois-ci l'objectif d'aller déterminer si le type de tâche ou la complexité de la double tâche était reliée au risque de chute. Et les résultats de cette méta-analyse ont montré que la tâche cognitive, une tâche mobilisant des ressources intellectuelles, perturbe beaucoup plus que les tâches motrices, mais qu'il n'y a pas d'effet de la complexité de la tâche sur la prédiction de la chute. Donc en conclusion, quand vous faites une double tâche, il faut faire une tâche dite intellectuelle qui va mobiliser des ressources cognitives, et elle peut être simple si vous vous intéressez à la prédiction de la chute. Bien sûr, association avec une anomalie ne veut pas dire bonne qualité de la prédiction d'un outil, et c'est ça qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que être associé avec la chute, une anomalie, ne va pas conduire nécessairement à un bon outil de prédiction, et c'est ça toute la difficulté auquel on est confronté aujourd'hui. Parce que ce niveau de prédiction n'était finalement pas si bon que ça avec les anomalies de la double tâche, on s'est dit pourquoi ne pas s'intéresser non pas aux anomalies de la marche, mais aux anomalies de la tâche cognitive. Est-ce que ces anomalies, les perturbations engendrées par la marche sur la tâche cognitive, pourraient être plus pertinents pour aller prédire les sujets qui sont à risque de chute? On a donc réalisé une étude prospective sur des sujets vivant dans des résidences et en leur faisant faire en fait une épreuve de double tâche simple basée sur le fait de décompter de 1 en 1 en marchant. Et là, on n'a pas regardé en fait les anomalies de la marche, on a simplement regardé la performance du décompte en marchant, en la comparant à la performance du décompte en étant assis, en comptant tout simplement le nombre de chiffres prononcés durant le parcours de marche comparé au nombre de chiffres prononcés sur le même temps lorsque le sujet était assis. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait deux catégories de sujets. Des sujets qui diminuaient leur performance, c'est-à-dire qui comptaient moins en marchant par rapport à la condition assise, mais des sujets qui augmentaient leur nombre de chiffres prononcés en marchant, et cette augmentation est environ de 32%.
Et ces sujets avaient des caractéristiques particulières, c'est-à-dire qu'ils avaient un MMS un peu moins élevé, c'est-à-dire qu'il y avait une altération plus importante de leur capacité cognitive, étonnamment. Ils étaient un peu plus souvent déprimés et ils avaient une perturbation globale de leur mobilité, mesurée par l'épreuve du Time Up and Go, un peu plus importante. Chose étrange. Et quand on a réalisé une analyse de type survie, on a distingué ceux qui dégradaient leur performance, ici représentés par la ligne pleine, et ceux qui augmentaient leur performance, c'est-à-dire qui prononçaient plus de chiffres en marchant, représentés ici par la ligne en pointillé. Eh bien, c'est cette catégorie d'individus qui chutait dans l'année qui suivait la réalisation de ce test. Je ne vous cache pas que c'était exactement le résultat inverse que l'on attendait. Et on s'est posé beaucoup de questions pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans cette étude et interpréter ce résultat étonnant. En fait, et autre élément aussi à préciser, c'est que quand on regardait la qualité de la prédiction associée à l'augmentation des performances, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de chiffres en marchant, le risque relatif associé au risque de chute n'était plus de 5, mais de 53, c'est-à-dire qu'on atteignait un niveau extrêmement élevé et donc une qualité de la prédiction extrêmement bonne. Et seule cette amélioration était reliée à un risque significatif et très significatif de faire des chutes dans l'année qui suivait. Alors, comment interpréter ce résultat? En fait, quand on regarde les mécanismes d'interaction, on a deux grands types de mécanismes d'interaction. Soit on part sur des modèles tels qu'ils étaient conçus initialement de partage des ressources attentionnelles, et dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit dans l'étude de Lindmore et Levy-Johnson, il faut partager les ressources entre deux tâches. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un dépassement des capacités centrales. Le cerveau a des capacités limitées. Et de ce fait, on altère les performances. Et c'est ce qui se passe dans notre étude chez les non-shooters. Où on peut avoir ce qu'on appelle un phénomène d'entonnoir. Où là, en fait, le fait de combiner deux tâches dites similaires peut entraîner un phénomène d'amélioration par une fusion des conditions. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans notre population, où la marche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est une activité rythmique. Le décompte est une activité rythmique aussi, et en fait, les shooters ont tendance à fusionner les deux rythmes ensemble, ce qui fait que ça améliore les performances. Et cette amélioration des performances se voit sur l'amélioration des performances avec le décompte. Ce phénomène a été décrit antérieurement dans la littérature par des épreuves beaucoup plus simples et est appelé le phénomène d'aimant, en fait, lié au rythme. Donc, mieux décompter en marchant, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une bonne ou d'une fausse bonne nouvelle? C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle parce qu'on arrive, entre guillemets, à une bonne qualité de la prédiction. Ceci dit, réaliser cette tâche devient compliqué, car il faut ajuster sur le temps de marche que l'on a choisi, quelle que soit la distance. En plus, après, il faut compter le nombre de chiffres en marchant et compter le nombre de chiffres lorsqu'on est assis. C'est compliqué à appliquer en clinique, je ne vous le cache pas. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, une association avec la chute ne veut pas dire un bon outil de prédiction de la chute. Et puis, troisièmement, depuis 2005, sont apparus dans la pratique clinique des systèmes d'analyse de la marche portative extrêmement pertinents parce qu'ils permettent de manière simple de mesurer des choses invisibles à l'œil nu et des choses qui sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus spécifiques pour prédire la chute, telle que la variabilité du pas. Donc oui, l'épreuve de double tâche de décompte en marchant est bonne, mais trop compliquée à appliquer en clinique, et finalement, les nouveaux systèmes émergés tels que cette nouvelle technologie permettent certainement d'accéder à des informations plus pertinentes et surtout plus précoces. On sait que les yeux du clinicien sont totalement insuffisants et très subjectifs pour mesurer les anomalies de la marge. Il y a quelques années,
ces systèmes qui permettaient de mesurer la marche de manière exhaustive et très précise étaient très coûteux et se faisaient en laboratoire. Mais aujourd'hui, on a des systèmes portatifs extrêmement simples et demain, on les aura dans nos téléphones et on pourra mesurer beaucoup de choses avec des marqueurs très pertinents tels que la variabilité du pas. Car généralement, lorsqu'on mesure les paramètres de marche en clinique, on s'intéresse à des valeurs moyennes, de la longueur du pas, la distance entre le pas droit et le pas gauche, du temps du cycle de marche, la distance entre deux pas finalement, ou de l'écartement des pieds. Mais cette valeur moyenne est très limitée et la fluctuation est plus importante car la fluctuation est le reflet du contrôle cortical de la marche. Mais attention aux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est-à-dire que ces systèmes de mesure donnent accès à beaucoup d'informations et trop d'informations peut tuer l'information et les idées qu'on peut avoir. Donc il faut faire attention, il faut partir avec des a priori forts sur des critères et sur des marqueurs qui sont identifiés comme pertinents. Je vous donne un exemple. On a au début dit que la variabilité du pas était l'élément le plus pertinent pour mesurer et prédire l'instabilité et prédire la chute. Et puis tout le monde disait variabilité du pas. Mais en fait, quand on s'intéresse à la variabilité du pas, on peut avoir une variabilité haute ou basse reliée à une marche stable. Je vous donne l'exemple de cette étude. Cette étude a étudié de manière transversale la variabilité de différents paramètres de marche, temps du cycle de marche, longueur du pas, temps d'appui, temps de balancement, écartement des pieds. Dans deux populations, ici les cases carrées blancs, les sujets jeunes, et les cases grises, les sujets âgés. Qu'est-ce que vous constatez? Finalement, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, c'est des sujets en bonne santé dans les deux groupes, il n'y a pas de différence. Mais on voit tout de suite qu'il y a une très grande différence dans le niveau de variabilité, ici mesuré, dans ces boîtes, entre, par exemple, le temps du cycle de marche, où le niveau est très très bas, qui démontre une marche stable, et alors que la variabilité de l'écartement des pieds est très élevée, qui démontre aussi une marche stable, parce que ces sujets ne sont pas chuteurs et en bonne santé. Donc ça veut dire qu'il existe deux types de contrôle dans les paramètres de la marche quand on s'intéresse à la variabilité. Et une variabilité basse du temps du cycle de marche, c'est égal marche stable, mais une variabilité haute de l'écartement des pieds égale marche stable. Tout ça, c'est évident parce que quand vous marchez, vous devez ajuster votre posture et l'ajustement est une marque de stabilité, alors que le temps du cycle de marche reflète la rythmicité. Et comme votre marche n'est pas variable en conditions de marche lancée, votre temps du cycle de marche ne doit pas varier. Quand on s'amuse à combiner un paramètre simple tel que le fait d'avoir fait une chute dans les antécédents et un niveau de variabilité du pas élevé tel que supérieur à 4%, qui est un niveau anormal, eh bien regardez ce qui se passe quand on combine ces deux paramètres tous les deux, en fonction d'un risque de chute. Quand le niveau de référence, c'est ne pas avoir chuté et avoir une variabilité faible, on a un risque de chute à 0. Quantifié 1 ici. Quand vous avez fait une chute, votre risque de chute est multiplié quasiment par 3 à 2,6, mais pas significatif. Quand vous avez une variabilité du pas élevée, mais pas un antécédent de chute, votre risque de chute est quasiment multiplié par 2 parce qu'il est à 4,2. Mais quand vous combinez les deux paramètres, avoir fait une chute dans vos antécédents et un niveau du pas et une variabilité du pas élevée, vous avez un risque de chute quasiment de 50, multiplié par 50. Donc vous voyez l'intérêt d'aller combiner un marqueur sensible et spécifique tel que la variété du pas avec un critère clinique qui va vous donner un potentiel et une qualité de prédiction extrêmement bonne. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? La difficulté de l'analyse de la variété du pas, c'est qu'elle n'est pas encore implémentée dans la clinique de tous les jours. Ça va arriver, notamment grâce à nos téléphones cellulaires, où des applications sont en train d'apparaître, où on va pouvoir mesurer cette variabilité du pas. Mais il n'y a-t-il pas d'autres voies, comme je vous l'ai dit tout d'abord en introduction, qui permettraient de donner des réponses plus rapides et accessibles à tout le monde et quasiment même au patient lui-même? Bien, ces voies, c'est certainement ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels, qui sont des outils de traitement de données dits intelligents, qui permettent de développer des modèles mathématiques et donc derrière des applications intelligentes
à partir de critères cliniques qu'on utilise habituellement pour prédire la chute, c'est-à-dire ces fameux facteurs de risque de chute qu'on trouve le plus souvent dans tous les outils. Et ces réseaux neuronaux, en fait, sont inspirés de réseaux de cerveaux animaux, sont présentés sous forme de notes, connectés entre différentes couches, avec une information qui rentre et une information finale qui est est-ce que le sujet va chuter ou ne va pas chuter. Les informations qui rentrent sont bien sûr des facteurs de risque de chute. Donc on a émis l'hypothèse que ces réseaux de neurones artificiels étaient certainement les plus adaptés pour donner une information vis-à-vis du risque de chute, la chute étant un événement chaotique, et que ces réseaux avaient des critères de performance, une valeur de prédictive positive, une valeur prédictive négative, une sensibilité, une spécificité, une précision beaucoup plus importante que des modèles classiques dits linéaires. Et les études que nous avons réalisées ont démontré que, quelle que soit la condition recherchée en termes de critères de jugement, c'est-à-dire une chute unique, une chute ou des chutes récurrentes, que ce soit des chutes analysées de manière rétrospective ou mesurées de manière prospective, et quel que soit le critère choisi, c'est-à-dire la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive ou négative, les réseaux de neurones étaient plus performants que tous les autres modèles. Et donc, ils étaient extrêmement pertinents dans l'utilisation d'un outil pour prédire la chute, et semblent donc apporter une solution intéressante. Mais il faut désormais adapter ces modèles pour la clinique. Et la difficulté des modèles qui ont été déterminés précédemment, c'est qu'ils utilisaient un très grand nombre de variables cliniques, nécessitant de ce fait la réalisation de ce que l'on appelle une évaluation géatrique standardisée exhaustive. Et donc, c'est de ce fait pas réalisable dans la pratique quotidienne. Il faut du temps, il faut une équipe multidisciplinaire pour recueillir toutes les informations. Et à partir de ce principe, on s'est dit, est-ce qu'on peut diminuer le nombre de variables, ou quel est le nombre minimum de variables, des variables qui sont des facteurs de risque de chute, que l'on peut introduire dans un modèle pour avoir une qualité de prédiction bonne. Prenons l'exemple de cette étude où on prend des variables cliniques connues telles que le sexe, qui est une variable on sait que les femmes sont plus à risque de chute, le fait d'être âgé, le fait d'avoir un index de masse corporelle altéré, un nombre de médicaments élevé, etc., etc. Et on regarde ce qui se passe en prospectif entre des sujets qui n'ont pas chuté et des sujets qui font des chutes. On se rend compte que toutes ces variables sont significativement différentes entre les deux populations. Et puis après, on essaye de quantifier le nombre de variables et de les diminuer progressivement dans des réseaux neuronaux pour savoir si on arrive à une bonne qualité de la prédiction. Et en fait, à partir de 14 variables, on se rend compte que l'on obtient un équilibre et une bonne qualité des critères de prédiction de la chute en termes de sensibilité et spécificité, avec des chiffres qui n'ont jamais été atteints précédemment dans la littérature. Donc, de ce fait, si on doit retenir quelque chose aujourd'hui, la double tâche, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour la prédiction de la chute? C'est certainement ce que j'appellerais une vieille idée. On sait que le chemin était long depuis 1997 et la première publication de Lillemore Ludwig-Olson, que ces modifications observées de la marche ont permis de mieux comprendre les implications du contrôle cortical dans la marche et de son rôle dans le mécanisme des chutes, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit toujours utile, car c'est une fausse idée, parce que les modifications de la marche permettent de prédire la chute, mais comme on l'a dit tout à l'heure, la valeur prédictive ou la qualité de la performance n'est pas très bonne. Il faut plutôt s'intéresser aux perturbations de la tâche cognitive simple, mais la difficulté, c'est que c'est difficile à faire en test clinique, en pratique, que c'était une bonne idée parce que ces perturbations nous ont montré un effet d'attraction des tâches,
ce phénomène de fusion des rythmes, notamment lorsqu'on combine marche et tâches de décompte. Et donc, c'est une nouvelle voie pour la rééducation, très clairement, et améliorer de manière très spécifique la variabilité du pas des sujets qui chutent. Et c'est une bonne idée, car ces modifications nous permettent de mieux comprendre le rôle des fonctions cognitives, et notamment des fonctions exécutives et de la mémoire dans le contrôle de la marche, et d'établir des stratégies de gestion des deux tâches simultanément pour mieux ou pour diminuer plus précisément le risque de chute des individus qui auraient ces difficultés à coupler deux tâches en même temps. La variabilité du pas est quelque chose de très intéressant. Ça, très clairement, c'est le marqueur le plus sensible et le plus spécifique, et notamment la variabilité du temps du cycle de marche, surtout si on combine une épreuve de double tâche. Mais la difficulté, c'est que les systèmes d'analyse sont encore réservés à certaines équipes. Il va falloir attendre demain. Et les réseaux neuronaux sont certainement une solution, probablement pas la solution à court terme pour les cliniciens, mais va être la solution de demain à travers des applications sous forme de dans les téléphones que nous avons dans nos poches et qui vont donner des réponses simples. Et aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs, c'est d'essayer de diminuer le nombre de facteurs de risque de chute que l'on va introduire dans ces modèles et dans nos logiciels intelligents pour pouvoir avoir une qualité de prédiction la meilleure. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par ailleurs, l'élément intéressant, c'est que vous aurez des logiciels génériques au début dans vos téléphones cellulaires et qui vont être intelligents, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter à votre population et qui vont, avec le temps et en fonction de la population que vous allez voir, devenir de plus en plus précis et de plus en plus pertinents dans l'identification de l'individu qui va chuter. Pour le clinicien, la double tâche, si on résume, prédire la chute, je dirais aujourd'hui non. Mesurer l'impact du déclin cognitif sur la stabilité de la marche, oui. Rééduquer la marche, là oui, très clairement. Et pour les réseaux neuronaux, c'est un outil d'avenir. C'est un outil qui combine une approche classique et les nouvelles technologies. Et ça, c'est très attractif. C'est accessible et, comme je vous l'ai dit, ce sera dans nos téléphones cellulaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Bauchet. Nous avons un commentaire et une question dont je vais lire et vous faire part. Pensez-vous que les modèles pourraient être appliqués de la même façon pour prédire non pas seulement une chute, mais plus précisément une chute qui cause une blessure? Oui, probablement. On doit pouvoir identifier au sein des chuteurs, et ces chuteurs avec des traumatismes sévères, les facteurs qui sont reliés à ces traumatismes sévères. Et pour l'instant, je ne pense pas que ça existe, ou que les modèles utilisés sont vraiment très mauvais. Mais ça doit être possible très clairement. Et on sait qu'il existe certaines composantes liées à la sévérité du traumatisme, notamment le fait d'avoir une forte incidence des chutes, c'est-à-dire chuter, ne pas arrêter et continuer à chuter de manière très fréquente, et le fait d'avoir des anomalies neurologiques telles que des démences un peu plus sévères et d'avoir des réflexes de posture qui disparaissent. Donc à mon avis, avec ces éléments, on doit pouvoir identifier les facteurs de risque de chute sévère et donc pouvoir identifier les sujets qui sont le plus à risque de faire des chutes sévères. Merci. J'encourage les gens à poser des questions de vive voix également, ainsi que dans la zone de discussion. Si vous posez une question de vive voix, veuillez composer étoile 7 sur votre téléphone pour établir le son de la ligne. Et j'ai un commentaire de Natacha qui vous remercie pour votre présentation intéressante. Elle apprécie que la recherche a été centralisée sur le risque d'une chute et que vous avez trouvé plusieurs résultats très nets. Ceci étant dit, j'ai une question également. Qu'est-ce que vous prévoyez qui sera l'impact au niveau non seulement clinique, mais au niveau prévention des chutes? Au niveau prévention? Au niveau primaire, est-ce que c'est un outil qui peut soit être même utilisé dans des chutes ou des gens qui sont peut-être pas autant de risques, autant de nombreux risques que vous avez mentionnés, mais qui pourrait être utilisé éventuellement au niveau de la prévention un peu plus avancée ou un peu plus primaire, je dirais, donc la prévention primaire? Je pense aujourd'hui que les outils qui vont apparaître sous forme d'application
vont pouvoir être directement utilisés par les personnes âgées à domicile, de leur côté. On appelle ça aujourd'hui cette tendance qui est liée à la mesure de son état de santé, le quantified self en anglais, et les gens deviennent de plus en plus acteurs de leur santé. Et ça, c'est une sorte de révolution. Ils sont sensibilisés par les problématiques de santé, notamment par les problématiques de mobilité et de la chute quand ils sont âgés. Ils ont envie d'être actifs, de ne pas subir les choses. On leur dit, ben voilà, vous avez ce risque, vous allez faire ci et ça. Eux, ils veulent anticiper. Et ce phénomène conduit à un intérêt croissant des sujets à mesurer leurs risques. Et les applications qu'on est en train de développer aujourd'hui, qui vont utiliser des facteurs de risque extrêmement simples à mesurer, vont leur permettre d'identifier précocement un risque de chute. Et même si le niveau de prédiction n'est pas bon, il y aura lié directement derrière ces applications et cette évaluation du risque à des recommandations du type, eh bien, faites plus d'exercices physiques. Si vous avez ce type d'anomalie, travaillez plus sur votre équilibre, travaillez plus sur votre renforcement musculaire, ou faites attention à votre nutrition, ou éventuellement aménagez votre environnement. Et je pense que c'est là la révolution qui va apparaître dans les années à venir, où c'est l'individu de chez lui, à travers une application intelligente, qui va commencer à se gérer et intervenir précocement. Il y aura le support de professionnels qui sont extrêmement aidés par cette première démarche entamée par l'individu seul. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, pour nous professionnels de santé, de ne pas refuser, rejeter ce comportement des sujets d'être acteurs de leur santé et de vouloir mesurer, mais de proposer des outils intelligents, pertinents, qui vont répondre à leurs questions et qui vont répondre à nos problématiques. Et quand je dis nos problématiques, nous professionnels de la santé. Ce qui fait que l'on va voir arriver vers nous les sujets qui ont le plus de problèmes et qui ont besoin d'un professionnel. Merci. Natacha a également une autre question. C'est la question éternelle qu'elle dit. Est-ce que les résultats seront publiés? Bien sûr, tous les résultats que j'ai présentés là aujourd'hui sont publiés. Parfait. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, Dr. Boucher? C'est la condition sine qua non. Quand on fait ce qu'on appelle une démarche de type recherche-action, on ne prétend pas présenter un résultat pour les cliniciens quand il n'est pas validé scientifiquement. Donc tout ce qui a été présenté ici, toutes les orientations, sont basées sur des publications scientifiques dans des revues anglo-saxonnes à impact factor, donc validées avec comité de lecture. Donc c'est vraiment ce qui va arriver dans la recherche clinique. Maintenant, la difficulté auquel on est confronté, c'est le transfert de la recherche, des données de recherche vers la clinique. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur les réseaux neuronaux, parce que là, c'est le mode de transfert idéal. On a des modèles intelligents, facilement programmables, que l'on peut transformer en application. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore une fois, si les gens veulent poser des questions de vive voix, composez étoile 7. Sinon, j'ai une question. Moi, j'ai trouvé votre présentation très intéressante également. C'est à savoir, au niveau, ce qu'on dénote dans le domaine de la prévention des chutes, et je suis certaine que vous rencontrez le même problème, et que ce n'est pas un sujet qui est facile d'approche avec les personnes, particulièrement les personnes âgées. Ça semble être un sujet, bon, les gens n'anticipent pas qu'il y a des chutes, ils ne se sentent pas concernés par les chutes. Alors, s'il y a un outil de forme intelligente, comme vous mentionnez, est-ce que ce serait une façon novatrice de pouvoir parler de la santé dans une approche globale et inclure les chutes, ou est-ce que vous porteriez un accent plus spécifique sur les chutes? Quelle serait votre suggestion? Ma suggestion, et aujourd'hui c'est une très bonne question, Hélène, on travaille sur ça en disant comment on fait pour sensibiliser les gens. Comme vous le dites, aujourd'hui les gens ont du mal à parler de leurs difficultés de mobilité parce que derrière mobilité, ils savent qu'il y a chute, derrière chute, ils savent qu'il y a hôpital, et derrière hôpital, ils savent qu'il y a institution. Et le souhait de tout le monde, c'est de rester le plus longtemps chez soi, à domicile. Et donc, les gens ont peur et donnent difficilement les bonnes informations. Donc, si on considère qu'on va s'intéresser à l'état de santé général de l'individu à travers des choses simples, des questionnaires extrêmement simples,
Au sein de cette approche globale, on va pouvoir aller identifier des gens qui vont être un peu plus à risque d'une pathologie ou d'un symptôme tel que la chute. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc je pense que le mode d'entrée en résumé, c'est avoir un questionnaire générique, simple, binaire, qui est toujours sur une démarche proactive où le sujet essaye de maîtriser sa santé. Et au sein de ce questionnaire, généralement, on a 2-3 questions qui tournent autour des problématiques de mobilité. Et si des drapeaux rouges s'allument, proposer à l'individu des questions supplémentaires et lui proposer des solutions pour essayer de contrôler ce phénomène ou diminuer ce risque de chute. Et donc, il ne va plus subir et avoir peur, mais il va intervenir le plus tôt possible et contrôler ce risque. Fantastique. Et ça existe déjà sur la plateforme télésanté du Ruiz McGill, où on a un questionnaire accessible pour les professionnels de santé, qui est un questionnaire d'évaluation générale de l'état de santé basé en 20 questions binaires oui-non. Et à partir de ces 20 questions binaires oui-non, on détermine un niveau de fragilité, on propose des recommandations. Et bien sûr, il y a un domaine lié à la chute avec des questions spécifiques à l'intérieur sur la mobilité et la chute. Est-ce que c'est possible de nous envoyer ce lien? Nous pourrions l'ajouter avec l'évaluation à la toute fin. Oui. Merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Alors, j'aimerais vous remercier, Dr. Beauchet, pour lancer avec succès notre deuxième webinaire en français. Je remercie également tous les participants qui se sont joints à nous aujourd'hui et merci pour votre participation engagée. Laissez-nous savoir si vous aimeriez que l'on couvre d'autres sujets en français sur la prévention des chutes chez les aînés. Veuillez ne pas fermer votre fenêtre tout de suite. Attendez d'être dirigé vers l'écran de la plateforme Level 3 qui vous présentera un court formulaire d'évaluation. Vos commentaires sont importants pour nous, alors veuillez prendre quelques minutes pour remplir le formulaire d'évaluation. Pour de plus amples renseignements sur la communauté engagée pour la prévention des chutes, veuillez visiter la plateforme de communication gratuite Loop à chute, C-H-U-T-E-S, Loop, L-O-O-P.com. Merci à tous et merci encore une fois, Dr. Beauchet. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.